Ma propre famille croyait que je dormais. Ma sœur, envoyée par mes parents, est entrée dans ma chambre pour chercher les clés de mon coffre-fort. En ouvrant mon tiroir, son cri d'horreur a réveillé toute la maison. Ce qu'elle a vu à l'intérieur a détruit ma famille pour toujours. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'adorerais que tu mettes en commentaire depuis quelle ville ou pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Isabelle de la Vega et à 68 ans, ma vie suivait le rythme des saisons dans mon jardin. Je croyais, avec la tranquillité que donne l'âge, que les seuls drames qui m'attendaient étaient de décider si mon rosier avait besoin d'être taillé plus sévèrement ou si mes petits-enfants, Léo et Mia, préféraient mon gâteau au chocolat ou celui aux 3 laits lors de leur visite sacrée du dimanche. Je vivais dans la maison que mon défunt mari Gonzalo et moi avions construite. Mais cette maison était plus que des briques et du ciment, c'était un monument à notre vie commune, construit avec la sueur de notre empire, textile de la Vega. Chaque coin gardait l'écho de son rire fort, chaque meuble en acajou une couche de souvenirs polis par le temps. Ma vie était une tapisserie d'ordre, de routine réconfortante et d'une élégance tranquille, un héritage tissé avec les fils dorés du travail dur et d'un amour que même la mort n'avait pas pu effacer. Mais un mardi matin, alors que le soleil commençait à peine à se lever au-dessus des frênes, un simple appel téléphonique a tiré sur un fil lâche, et tout mon monde a commencé à se défaire de façon irréversible. C'était ma fille Sophia. Sa voix, à l'autre bout du fil, n'était pas celle de l'avocate forte et indépendante que j'avais élevée. C'était la voix tremblante d'une enfant effrayée, noyée dans des sanglots si profonds qu'ils l'empêchaient presque de parler. Maman, papa. Et ce son m'a transpercé comme un couteau glacé. Maman, on a tout perdu, absolument tout. J'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine, ce traître de muscles refusant de battre normalement. Qu'est-ce que vous avez perdu, mon amour? Parle-moi, Sophia. Que s'est-il passé? Le commerce de Ricardo, son grand projet d'importation, c'était une arnaque, maman, une montagne de dettes. On va être expulsés. La banque nous a donné 3 jours. 3 jours, maman. On va se retrouver à la rue. La supplication qui a suivi était un murmure, enveloppé dans une honte qui m'a brisé le cœur. On pourrait. Sa voix s'est brisée. On pourrait rester chez toi. Juste pour quelques semaines. Je te le jure, sur tout ce que tu veux. Juste jusqu'à ce que Ricardo trouve quelque chose. Jusqu'à ce qu'on se remette. C'est ta maison, Sophia. Tu n'as pas besoin de demander la permission, ce sera toujours ta maison. Venez quand vous en avez besoin. J'ai répondu sans hésiter une seule seconde, la mère en moi prenant le contrôle total. Le soulagement dans sa voix était presque aussi douloureux que ses pleurs initiaux. Ils sont arrivés 3 jours plus tard, mais mon soulagement maternel s'est évaporé dès que je les ai vus. Ils ne sont pas arrivés en voiture avec quelques valises, comme je l'avais imaginé. Un grand camion de déménagement, tape à accent graveleuil et bruyant, s'est garé devant mon portail en fer forgé, bloquant la rue tranquille et attirant les regards curieux de mes voisins. J'ai ressenti la première piqûre d'une profonde inquiétude. Cela ne ressemblait pas à un séjour temporaire, mais à une invasion. Sophia s'est accrochée à moi à l'entrée, ses épaules fines et osseuses tremblaient dans mes bras. Merci, maman, merci. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Mais Ricardo, mon gendre, c'était une toute autre histoire. Il m'a serré la main fermement, presque douloureusement, mais ses yeux n'ont pas rencontré les miens. À la place, ils ont parcouru le vestibule, s'arrêtant sur le grand lustre en cristal que Gonzalo avait rapporté de Prague, sur l'escalier en marbre, sur les tableaux à l'huile. Son regard n'était pas celui d'un homme reconnaissant cherchant un abri, mais celui d'un évaluateur calculant froidement la valeur de chaque objet qu'il voyait. « Waouh, Isabelle » a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Cette propriété doit valoir une vraie fortune aujourd'hui. La maintenir doit coûter cher. »« Ricardo, s'il te plaît, ce n'est pas le moment » murmura Sophia en tirant discrètement la manche de sa veste. « Quoi ? Je dis juste que ta mère a toujours eu bon goût. C'est un compliment. Un homme doit savoir apprécier la beauté et la valeur des choses. » Mais ça ne sonnait pas comme un compliment, ça sonnait comme une évaluation, comme la première étape d'un inventaire. Pendant que je les observais diriger les déménageurs, qui déchargeaient des meubles design et des appareils électroniques qui ne collaient pas avec un compte bancaire vide, j'ai remarqué les cernes sombres et violacées de Sophia, la façon dont son corps semblait recroquevillé, comme si elle s'attendait à un coup invisible. Elle avait perdu du poids,
Oui, mais le plus inquiétant, c'est qu'elle avait perdu la lumière dans ses yeux. C'était le regard terne et effrayé de quelqu'un qui vit avec une peur constante, une angoisse qui ronge l'âme. Ce soir-là, pendant un dîner où le silence était si lourd qu'on pouvait le couper au couteau, Ricardo n'a pas arrêté de parler. Il parlait de ses contacts influents, de ses plans de restructuration, de comment cette petite chute était en réalité un mouvement stratégique pour rebondir plus haut. Il parlait avec la grandiloquence vide d'un homme qui refuse de faire face à l'échec. Et Sofia, ma fille, la femme intelligente et lucide que je connaissais, le regardait avec une adoration aveugle, hochant la tête à chacune de ses fanfaronnades. Tu vois, maman, Ricardo est un visionnaire. Son esprit va plus vite que celui des autres. Les gens ne comprennent pas toujours sa façon de faire des affaires, m'a-t-elle dit. Et dans sa voix, j'ai entendu une note de supplication, comme si elle essayait de me convaincre, mais surtout comme si elle essayait désespérément de se convaincre elle-même. J'ai seulement hoché la tête avec un sourire forcé sur les lèvres, mais au fond de moi, une alarme froide et constante avait commencé à sonner. Ce n'était pas le son d'une simple inquiétude maternelle pour un souci d'argent. C'était plus tranchant, plus sombre. C'était le son reconnaissable d'un mensonge, un mensonge si gros et lourd qu'il avait eu besoin d'un camion pour s'installer au cœur de ma maison. Et moi, Isabelle de la Vega, la femme qui avait construit un empire en lisant les gens comme des livres ouverts, j'avais l'impression d'avoir ouvert un livre dont le premier chapitre était écrit à l'encre invisible, et dont l'histoire, que je le veuille ou non, allait m'entraîner vers un endroit très sombre. Les jours suivants sont devenus un lent et méthodique siège contre ma tranquillité. Ricardo, avec son charme de serpent, se déplaçait dans ma maison comme si elle avait toujours été la sienne, et ses conversations apparemment banales étaient en réalité des interrogatoires déguisés. Ces questions tombaient comme des gouttes d'eau sur une pierre, une par une, avec l'intention persistante d'éroder mes défenses et de cartographier ma vie. Mais dis donc, Isabelle, ce coffre dans le bureau de Gonzalo, c'est une vraie antiquité. Impressionnant. C'est quoi comme serrure? C'est allemand, non? Ce sont les plus durs à forcer. Je dis ça pour la sécurité. Évidemment, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les cambriolages chez les personnes âgées. L'île est sécurisée, Ricardo. C'est tout ce que tu as besoin de savoir, répondais-je d'une voix neutre, tout en sentant un frisson glacé courir dans mon dos. Bien sûr, ne te fâche pas. Je m'inquiète juste. Et tes finances, avec la banque en ligne et tout ça, tu les gères seule? Une femme de ton âge, si occupée avec le jardin et les petits-enfants, ça doit être compliqué. Tu n'as pas peur de te faire arnaquer sur Internet? Y a plein de loups en liberté. Chaque question était comme une petite pelle, creusant discrètement dans les fondations de mon intimité, cherchant des fissures, des faiblesses. Et Sofia, ma pauvre Sofia, flottait dans un nuage de déni. Si je montrais le moindre signe d'hésitation ou de malaise, elle se précipitait pour le défendre. Maman, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Ricardo essaie juste d'être gentil. Il s'inquiète pour toi. Il traverse déjà beaucoup. Ne le presse pas avec tes doutes. Il essaie juste de comprendre comment ça fonctionne ici pour ne pas être un poids. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Le fardeau, c'était exactement ce qu'il voulait devenir. Le doute, qui au début était un simple invité, avait maintenant pris possession de toute la maison dans mon esprit. J'ai décidé que je ne resterais pas les bras croisés à attendre que le prochain coup tombe. J'ai passé cet appel à Ernesto, mon ancien collègue du secteur textile, un homme dont la discrétion était légendaire et dont la loyauté envers la mémoire de Gonzalo était inébranlable. Ernesto, c'est Isabelle. J'ai besoin d'un service, un gros service, une vérification d'antécédents complète et approfondie. Un certain Ricardo Moral. Oui, mon gendre. Je veux tout savoir. Ses affaires, ses associés, ses dettes, tout. Et surtout, je ne veux pas que personne sache que je pose des questions. Pendant que j'attendais les résultats, que je savais qu'ils prendraient quelques jours, le drame familial s'est intensifié avec la visite de ma belle consoeur, Martha. Je l'ai invitée à déjeuner un dimanche, dans une tentative maladroite de garder une façade de cordialité pour Sofia et les enfants. Ce fut une erreur catastrophique. Martha était une femme dont le sourire était si tranchant qu'il semblait pouvoir couper l'air, et elle a utilisé ce sourire tout l'après-midi pour lancer des pics empoisonnés déguisés en compliments. Ah, Isabelle, quelle merveille cette grande maison. C'est un palais. Ça doit être énormément de travail et d'argent pour une femme seule. Mon petit Ricardo dit toujours que tu as une force admirable,
presque masculine. Ce mot est resté suspendu dans l'air, plein de sous-entendus. Puis elle a pris la main de Sophia, m'ignorant complètement, et lui a dit d'une voix mielleuse qui me glaça le sang. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Les hommes brillants comme mon fils sont faits pour les grandes ligues. Parfois, ils doivent descendre en 2e division, oui, mais c'est juste pour mieux prendre leur élan. Tu dois simplement le soutenir inconditionnellement. Et puis, toute cette maison, tout cet héritage, par droit de sang, te revient. Ne laisse personne te convaincre du contraire, ni tout contrôler jusqu'au bout. » L'insinuation était aussi claire et brutale qu'une gifle. Elle me traitait, à ma propre table, devant ma fille, d'obstacle, de dragon avare qui gardait un trésor qui, selon elle, appartenait à son fils grâce à Sophia, qu'elle manipulait. J'ai vu ma fille baisser les yeux, rougissante, incapable de se défendre ou de me défendre. À cet instant, j'ai compris l'ampleur de mon problème. Je ne luttais pas seulement contre la cupidité d'un gendre raté, mais contre une conspiration familiale, un poison que Martha avait injecté dans l'esprit et le cœur de ma fille depuis des années. Cette même nuit, j'ai décidé de passer à l'offensive. Il était temps de jouer ma première carte. Pendant un appel avec ma sœur Carmen, je me suis assuré que Ricardo traînait dans les parages, faisant semblant de chercher un livre dans la bibliothèque du salon. J'ai parlé sur un ton clair et confidentiel. Oui, Carmen, tu imagines la surprise. L'avocat de Madrid m'a appelé aujourd'hui. Il paraît que la petite affaire de l'héritage de l'oncle Anselmo est enfin réglée. Ce n'est pas une fortune, bien sûr, mais c'est une somme assez importante. Environ 100 000 €, peut-être un peu plus. Avec ça, je pourrais me faire plaisir ou investir dans quelque chose de sûr. Je me suis tu et j'ai observé du coin de l'œil, à travers le reflet de la vitrine. Ricardo s'était figé comme une statue. Ses yeux fixaient une page qu'il ne lisait pas, il ne voyait pas les mots, il voyait des chiffres. La cupidité était une bête vivante et affamée sur son visage, une lueur fébrile qui trahissait la tempête de calcul dans sa tête. L'appât avait été lancé. Je n'avais plus qu'à attendre que le poisson désespéré et affamé morde. Et je savais, avec une certitude effrayante et désolante, qu'il ne tarderait pas. La confirmation que le poisson n'avait pas seulement mordu, mais avait avalé l'hameçon tout entier, ne tarda pas à arriver. 2 jours plus tard, je suis revenu de mon cours de yoga matinal et j'ai trouvé la porte du bureau de Gonzalo entr'ouverte. Ce bureau était mon sanctuaire, le cœur de la maison, un lieu imprégné de l'odeur du cuir de son fauteuil et du bois de ses livres. Un endroit où personne, absolument personne, n'entrait sans ma permission. Mon cœur a fait un bond lourd et sourd. Je suis entré à pas feutrés, comme une intruse dans ma propre maison. À première vue, tout semblait en ordre. Un témoignage de l'habileté maladroite de Ricardo a dissimulé ses traces. Mais je connaissais chaque objet, chaque papier, chaque millimètre de cet espace comme ma propre main. Le fauteuil de Gonzalo n'était pas à l'angle exact où je l'avais laissé, il était quelques centimètres plus près du bureau. Une pile de vieux relevés bancaires que je gardais dans le 3e tiroir, documents sans importance que je ne jetais jamais par sentimentalité, était légèrement déplacée. Le tapis perçant près du coffre avait un petit pli qui n'y était pas le matin. Quelqu'un avait cherché quelque chose, avec précipitation et maladresse. Je ne cherchais pas des preuves d'un vol déjà commis, mais des signes d'une intention, d'un esprit criminel en action. Mes yeux, désormais en alerte, ont fouillé la pièce et se sont posés sur une petite boîte en bois de santal sur l'étagère, où je gardais de vieilles médailles de golf de Gonzalo et quelques photos en noir et blanc. Je l'ai ouverte. Parmi les objets se trouvait une petite enveloppe jaunie, avec le cachet d'un cabinet d'avocat de Madrid. Une enveloppe que j'avais moi-même placée là la veille, complètement vide, comme un piège à souris. L'enveloppe était maintenant légèrement déchirée dans un coin, une minuscule blessure, mais révélatrice, comme si des doigts tremblants et pressés l'avaient ouverte à la hâte puis tentaient de dissimuler les dégâts. Ricardo avait cherché des preuves physiques de l'héritage et dans son esprit fiévreux, il croyait les avoir trouvées. Mon appel suivant fut pour Elena. Je ne pouvais plus supporter ce poison seul. Nous nous sommes retrouvés dans notre café habituel, un petit endroit qui sentait les grains torréfiés et les confidences. « Isabelle, tu as une tête comme si tu avais vu un fantôme, » dit Elena, directe comme toujours, en buvant une gorgée de son espresso. Le pire, Elena. J'ai ce fantôme qui vit chez moi et il devient trop à l'aise. Je lui ai tout raconté d'une voix basse et urgente. L'arrivée, les questions sournoises, la visite de la vénéneuse Martha, l'enquête que j'avais commandée, l'appât de l'héritage, et enfin l'enveloppe déchirée.
Elena a écouté sans m'interrompre, son visage se durcissant à chaque mot que je disais, sa mâchoire se serrant. Je te l'ai dit le jour où Sofia a épousé ce bon à rien à la tête d'acteur de telenovela, déclara-t-elle en tapotant doucement la table avec le doigt. Cet homme est un parasite déguisé en prince. La question n'est pas ce qu'il a fait, Isabelle, mais ce qu'on va faire, nous. Arrête d'être mère un instant et redeviens la femme d'affaires qui a bâti un empire. C'est quoi notre prochaine action? Nous. Notre. Ces mots furent un baume, une encre dans ma tempête. Je n'étais pas seul. J'avais ma stratège. J'ai besoin de savoir à qui il doit de l'argent, Elena. Les vrais créanciers, pas les banques. Mais les dangereux, ceux qui n'envoient pas de lettres recommandées. Laisse-moi faire, dit-elle en sortant son téléphone avec l'efficacité d'un général. J'ai 2 contacts dans le monde de la finance qui doivent plus d'une faveur à la mémoire de Gonzalo. Ils sauront poser les bonnes questions sans éveiller les soupçons. Si cet homme doit de l'argent à quelqu'un de louche, on le saura avant le week-end. Pendant qu'Elena mettait en marche sa machine d'information, j'ai activé la mienne à la maison. Ma plus fidèle alliée et silencieuse était Ramona, ma gouvernante depuis plus de 40 ans. Ramona était plus qu'une employée, elle faisait partie de la famille, une femme de peu de mots mais avec une loyauté d'acier et une capacité d'observation supérieure à n'importe quelle caméra de surveillance. Je l'ai appelée à la cuisine cet après-midi-là sous prétexte de planifier les menus de la semaine. Ramona, j'ai besoin de tes yeux et de tes oreilles plus que jamais, lui ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Monsieur Ricardo n'est pas celui qu'il prétend être. Je ne veux pas que tu l'affrontes. Je ne veux pas que tu changes quoi que ce soit à ta façon de le traiter. Je veux juste que tu observes toute chose anormale, toute conversation suspecte, tout colis étrange, tu viens m'en parler. À moi seul. Ramona n'a posé aucune question. Elle a seulement hoché la tête, et dans son regard sombre et profond, j'ai vu la même détermination protectrice que celle que je ressentais. Vous comptez sur moi, Madame Isabelle. Vos yeux seront les miens, dit-elle simplement. L'information, comme toujours, ne tarda pas à arriver, venant de la source la plus inattendue. 2 jours plus tard, Ramona m'a intercepté dans le couloir du 2e étage, un plumeau à la main comme couverture. Madame, murmura-t-elle sans me regarder directement. Monsieur Ricardo parlait au téléphone, très bas, dans le garage, avec un certain Ravière. Il disait qu'il avait déjà les bons outils et qu'il allait les cacher dans le seul endroit où la vieille ne regarde jamais, derrière les vieilles boîtes des décorations de Noël. Cette information était de l'or pur. Elle m'a donné un avantage tactique inestimable. Ricardo croyait qu'il agissait dans l'ombre, mais moi, j'avais des projecteurs qui illuminaient chacun de ses pas. Le jeu psychologique avait réellement commencé, même s'il ne le savait pas, je ne jouais plus en défense. C'était moi qui dessinais désormais le plateau de jeu comme je le voulais. Grâce à l'information de Ramona sur les outils, j'ai compris que le temps était compté. Ricardo ne faisait plus que planifier, il se préparait activement pour le cambriolage. Le besoin d'obtenir une preuve définitive est devenu une urgence brûlante. Il me fallait sa propre voix, son arrogance, enregistrée pour l'éternité. Il me fallait une arme assez puissante pour démolir le mur de déni que ma fille avait construit autour de son mari. J'ai alors décidé de le pousser à bout et de lui tendre un piège dont il ne pourrait pas s'échapper. Le plan nécessitait une mise en scène minutieuse, un petit théâtre de l'absurde conçu pour attirer sa cupidité. Ma première étape fut la banque. J'ai parlé avec mon conseiller, Monsieur Jiménez, un homme de confiance qui gérait les comptes de textile de la Vega depuis 20 ans. Je lui ai expliqué une version courte et bien arrangée de mes soupçons, les présentant comme une simple inquiétude pour ma sécurité financière face à un gendre en difficulté. Ravière, j'ai besoin que tu m'imprimes un faux relevé de compte, lui ai-je dit, d'une voix ferme. Un document qui ait l'air totalement officiel avec le logo de la banque, mais avec un solde que je vais te dicter. Monsieur Jiménez, homme méthodique et prudent, est devenu pâle. Madame de la Vega, vous êtes sûre? C'est très irrégulier. Je suis certaine que je dois protéger ce que Gonzalo et moi avons construit, lui ai-je répondu en le fixant. Et parfois, pour attraper un loup, il faut se déguiser en brebis pleine d'argent. Il a compris l'urgence dans mon regard et, après quelques minutes d'hésitation, il a accepté. Il est sorti de son bureau avec un document qui, à première vue, semblait être un vrai relevé de compte, affichant une somme astronomique, la consolidation de mes véritables avoirs, réunis en un seul chiffre a donné le vertige. Ce même après-midi, la maison étant silencieuse, j'ai placé l'appât.
J'ai laissé le faux relevé, oublié, sur le bureau en acajou de mon bureau. Je ne l'ai pas mis en évidence, mais partiellement caché sous une revue d'architecture, avec le montant total en gras qui dépassait, comme une promesse tentante. Puis j'ai préparé le dispositif d'enregistrement. J'ai caché mon téléphone portable dans le salon, dissimulé entre les coussins d'un grand canapé faisant face au couloir et à la porte du bureau. J'ai activé l'enregistreur vocal et ajusté la sensibilité du micro. Enfin, j'ai annoncé mon départ. Famille, je vais passer 2 heures dans la serre. Mes orchidées ont besoin de soins urgents, et je ne veux pas être dérangé. J'ai besoin de concentration. Je suis sorti dans le jardin et j'ai fermé la porte vitrée derrière moi. Mais je ne suis pas allé à la serre. Je me suis assis sur un banc en pierre caché derrière un rosier grimpant, d'où j'avais une vue dégagée sur le salon. Sur ma tablette, j'ai ouvert l'appli de la caméra de sécurité que j'avais discrètement installée depuis longtemps, soi-disant pour surveiller les petits-enfants quand ils jouaient. L'image était nette. J'ai attendu, sentant mon cœur battre dans ma gorge. Il n'a pas fallu 20 minutes. Ricardo a traversé le salon. Son regard s'est tourné vers le bureau ouvert et la lumière qui tombait sur le bureau. Il est entré avec un pas si discret qu'il trahissait sa mauvaise conscience. À travers la caméra, j'ai vu ses yeux se poser sur le papier. Je l'ai vu le prendre avec des mains tremblantes, son corps se tendre en lisant la somme. Je l'ai vu se passer la main dans les cheveux, sa respiration agitée, perceptible même à travers la vidéo muette. Il est sorti du bureau comme un homme en transe et s'est dirigé directement vers le téléphone du salon, celui qui était à quelques centimètres de mon portable en train d'enregistrer. Il a composé un numéro avec des doigts fébriles. Ravière, c'est moi. Sa voix était un murmure excité, rempli d'une euphorie empoisonnée. Et il faut que tu entendes ça. Oublie tout ce que je t'ai dit. La vieille est pourrie de fric. Pourrie. Je viens de voir un relevé de compte. Elle a des millions. Des millions en liquide, mec. Pas en bien. En cash. Il s'est arrêté, écoutant son complice. Non, je rigole pas. Je l'ai devant moi. Et l'héritage d'Espagne est vrai. Je te jure, ça change tout. Oublie le plan de juste prendre dans le coffre. Il faut qu'on vide tout. Le plan est toujours pour mardi soir. Sophia a sa fichue réunion de lecture, elle rentrera tard. La vieille boit son thé de tilleul et s'écroule comme une pierre avant 22 heures. On entrera, on ouvrira ce coffre et mercredi, toi et moi, on trinquera aux Bahamas. Putain. Son rire était un son creux et dégoûtant. Le son de la pure cupidité. Sophia? Et là, sa voix a pris un ton de mépris qui m'a retourné l'estomac. Elle ne soupçonne rien. Elle est complètement sous mon contrôle. Elle croit que je suis un génie des affaires qui a juste eu un coup de malchance. Elle est si facile à manipuler. Elle l'a toujours été. Avec ça, on paie ce lourd de morale, ce qu'il nous demande, et il nous reste de quoi vivre comme des rois jusqu'à la fin. T'inquiète pas pour lui. Une fois qu'il aura son fric, il disparaîtra. Le vrai gros lot, celui qui nous fera prendre notre retraite, c'est cette maison et tout ce qu'il y a dedans. Chaque mot était un coup de poignard direct dans mon cœur de mère. Le mépris avec lequel il parlait de ma fille, que j'avais élevée pour être forte et indépendante. La froideur avec laquelle il planifiait sa trahison. La mention de ce type, moral, qui confirmait que le danger était réel. Tout était là, enregistré, incontestable. Quand il a raccroché, il est resté un moment debout, regardant par la fenêtre avec un sourire satisfait. Le sourire d'un prédateur qui savoure déjà sa proie. Moi, depuis ma cachette dans le jardin, j'ai arrêté l'enregistrement et j'ai sauvegardé le fichier comme un diamant de sang. Je sentais un froid glacial dans le ventre, mais aussi une étrange et féroce sérénité, la certitude absolue. Il n'y avait plus de doute, plus de soupçon, plus de peur. J'avais le loup, enregistré de sa propre voix, décrivant dans les moindres détails comment il prévoyait de dévorer ma famille. Je n'avais plus qu'à construire la cage parfaite. Avec la confession de Ricardo vibrant dans mon téléphone comme un poison numérique. La douleur et la colère qui m'avaient consumé pendant des jours ont changé. Elles se sont transformées en une énergie froide, précise et totalement implacable. Je me suis senti comme la femme que j'étais il y a 30 ans, l'Isabelle de la Vega qui s'asseyait dans des salles de réunion pleines d'hommes, et qui non seulement survivait, mais prospérait. La femme qui négociait des contrats à plusieurs millions grâce à son talent pour repérer la moindre faiblesse chez ses adversaires,
souvent avant qu'eux-mêmes n'en aient conscience. Ricardo, dans son arrogance, s'était attaqué à cette femme-là. Et il n'avait pas la moindre idée de la tempête qui allait s'abattre sur lui. Mon premier appel, ce même après-midi, fut pour Carlos, mon avocat. Je lui ai demandé de venir à la maison, sous prétexte de revoir des documents de l'entreprise. Quand il est arrivé, je l'ai conduit au bureau, j'ai fermé la porte à double tour. Et sans détour, je lui ai fait écouter l'enregistrement. Son visage, habituellement calme et professionnel, a traversé toute une gamme d'émotions, de l'incrédulité, de l'inquiétude, jusqu'à l'indignation pure. « Isabelle, c'est monstrueux », dit-il en enlevant ses lunettes et en se frottant l'arête du nez. « C'est un crime, pur et simple. Il faut appeler la police tout de suite. » « Non, Carlos, les jeux interrompus. » Ma voix était calme, mais avec une lame d'acier. « La police viendra, je te le promets. Mais elle viendra exactement au moment où je le déciderai. Elle viendra pour ramasser les morceaux, pas pour interrompre le spectacle. D'abord, on va laisser cet homme se condamner lui-même, de manière si publique et humiliante que personne. Et je parle surtout de ma fille ne pourra avoir le moindre doute. J'ai besoin que tu prépares tous les documents pour agir au moment parfait. Et surtout, j'ai besoin de ta plus stricte discrétion. Ma deuxième appel fut pour une entreprise de sécurité haut de gamme. Le nom m'avait été donné des années plus tôt par un ancien client du secteur industriel. Si un jour tu as besoin de plus qu'une simple alarme, si tu veux penser comme l'ennemi, appelle Velasco, m'avait-il dit. C'est ce que j'ai fait. Le directeur, un homme nommé Velasco, au physique impressionnant et au calme de ceux qui ont vu le pire de l'humanité, m'a écouté au téléphone sans m'interrompre. Je lui ai exposé la situation avec une clarté brutale. Madame de la Vega, dit-il à la fin, d'une voix grave et profonde. Je comprends parfaitement ce qu'il vous faut. Vous ne voulez pas seulement empêcher un vol. Vous voulez une solution dissuasive, probatoire, et si vous me permettez, catégorique. Dès le lendemain, le plan s'est mis en place avec la précision d'une opération militaire. Pendant que Ricardo et Sofia sortaient pour l'une de leurs supposées entrevues d'emploi que je savais être en réalité des prétextes pour voir des gens douteux, ma maison s'est transformée en centre d'opération clandestine. D'abord, Carlos et moi, aidés de deux hommes de confiance de mon ancienne usine, des hommes fidèles à Gonzalo jusqu'à l'os, avons vidé le coffre-fort. Ce fut un moment douloureux mais libérateur. Nous avons sorti les bijoux de ma mère, enveloppés dans du velours. Les actes originaux de la maison et de l'entreprise, des documents qui représentaient toute une vie de travail. Les portefeuilles d'actions, le peu de liquide que je gardais pour les urgences. Et, le plus précieux à mes yeux, une petite boîte en cèdre contenant les lettres d'amour que Gonzalo m'avait écrites quand nous étions jeunes. Chaque objet de valeur, qu'il soit sentimental ou matériel, a été soigneusement emballé et transporté par Carlos vers un coffre ultra sécurisé en centre-ville. Ensuite, avec le coffre totalement vide, nous avons préparé l'appât. Nous l'avons rempli de liasses de journaux découpés à la taille exacte des billets, entourés de bandelettes de banque que j'avais conservées. Par-dessus, nous avons éparpillé des bijoux fantaisie, brillants, achetés le matin même au centre-ville. Des pièces énormes et tapas à accent grave-l'œil, parfaites pour attirer un homme aveuglé par la cupidité. Et, pour finir, une grande enveloppe jaunie avec le faux sceau d'un cabinet madrilène. Sur laquelle on pouvait lire « Testament et héritage de l'oncle Anselmo » bourré de plus de coupures de journaux. C'était un leurre parfait, un festin pour un homme aveuglé par l'avidité. Enfin, dans l'après-midi, Velasco est arrivé avec son technicien. Avec une précision chirurgicale, ils ont installé un dispositif dans le coffre-fort. Ce n'était pas une simple alarme sonore. C'était une œuvre d'art d'humiliation, une pièce d'ingénierie infernale. C'est une plaque de pression, madame, m'expliqua Velasco en me montrant le mécanisme fin. Elle est calibrée exactement au poids du faux butin que nous avons mis. Au moindre changement de poids, le mécanisme se déclenchera. Le mécanisme était une vraie horreur. Un système de jet à haute pression projetant un mélange spécialement conçu pour moi dans leur laboratoire. De l'encre d'aniline violette, dit le technicien avec un petit sourire complice. Elle est presque impossible à retirer pendant une semaine, et avec une odeur, disons, très persistante. On l'a mélangée à de la poudre pica-pica de niveau industriel. Ce n'est pas toxique, mais je vous assure que ça démange comme jamais. Pendant qu'ils travaillaient sur le coffre, ils ont aussi installé des micro-caméras de dernière génération dans le bureau, le couloir et le salon. Habilement cachés dans un détecteur de fumée,
dans le cadre numérique affichant des photos souriantes de mes petits-enfants. Et dans une vieille horloge murale présente depuis notre emménagement. Tout était connecté à ma tablette. Vision nocturne, détection de mouvement, audio haute fidélité. Quand ils sont partis, la maison a retrouvé son apparente normalité. Le bureau paraissait intact. Le coffre-fort, fermé et majestueux, attendait, mais ce n'était plus un gardien de trésors. C'était devenu une bombe à retardement, un piège conçu non pour blesser le corps, mais pour marquer l'âme. Pour exposer une trahison avec une explosion de vérité honteuse et indélébile. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir de Gonzalo, sentant le froid du cuir sous mes mains. Et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Un sourire dur, froid, résolu. Le lundi soir, veille du cambriolage prévu, l'air dans la maison était si chargé de tension qu'il semblait crépiter. C'était le calme anormal avant la tempête, et j'étais la seule à connaître la météo. La seule à savoir exactement quand et comment l'enfer allait se déclencher. Chaque geste, chaque mot faisait partie d'une chorégraphie mortelle que j'avais moi-même conçue. Après un dîner durant lequel presque personne n'échangea de mots. Seul le tintement des couverts contre la porcelaine brisait le silence. Ricardo se leva de sa chaise avec un théâtre qui me répugna. Il se dirigea vers la vitrine à liqueurs du salon, un meuble en chêne que Gonzalo avait fait faire sur mesure à San Miguel de Allende. Il en sortit une bouteille de tequila mascara, une édition spéciale que Gonzalo et moi réservions au moment vraiment exceptionnel. Anniversaire, naissance, grand succès. Le voir la tenir entre ses mains ressemblait à une profanation. Isabelle, dit-il en tenant la bouteille à contre-jour comme un trophée déjà gagné. Un toast. Je crois que nous le méritons. Pour te remercier de ton incroyable hospitalité, pour oublier les peines du passé et célébrer les nouveaux départs brillants qui nous attendent. Sofia, assise à côté de moi, lui sourit avec un mélange de gratitude et de fatigue. Inconsciente de la menace cachée derrière ses intentions, elle dit « Quelle bonne idée, mon amour. Maman, ça te ferait du bien de te détendre un peu. Tu es très tendue ces derniers temps. » Tendue, si elle savait ne serait-ce que la moitié. Je savais exactement ce que préparait Ricardo. Ce n'était pas un toast de remerciement. C'était une tentative de sédation classique. Il voulait s'assurer que je dormirais profondément la nuit du cambriolage, sans aucun risque d'être dérangé. J'ai décidé de jouer son jeu, de me jeter dans son piège pour pouvoir mieux tendre le mien. Bien sûr, Ricardo. Je trouve que c'est une excellente idée. J'ai répondu avec le sourire le plus chaleureux et sincère que je pouvais feindre. Il est parti à la cuisine chercher des citrons et du sel, me tournant le dos. C'était l'occasion que j'attendais. J'avais anticipé ce mouvement, cette tactique si prévisible chez un homme comme lui. Dans la poche de mon tablier en lin, j'avais un petit flacon comme ceux utilisés pour les parfums, rempli d'huile d'olive extra vierge. D'un geste rapide, fluide et discret, alors que Sofia ramassait les assiettes. J'ai trempé mon index dans l'huile et l'ai discrètement passé sur le rebord de mon verre, celui que Ricardo avait déjà placé devant moi. L'huile était quasiment incolore et inodore, mais je savais qu'elle allait altérer le goût de tout ce qu'elle toucherait. Surtout d'un alcool aussi pur que cette tequila. Ricardo revint de la cuisine rayonnant, avec une planche en bois et un couteau. Il coupa les citrons avec un air sûr de lui et servit 2 grands verres de tequila. Il leva le sien. Pour la famille, dit-il en me fixant, ses yeux cherchant les miens dans une fausse sincérité. Pour la famille, ai-je répété en levant le mien, sentant le poids du mensonge dans ma main. Je portais le verre à mes lèvres. Mais juste avant que le liquide ne les touche, je fis semblant d'avoir un haut-le-cœur, une grimace d'écœurement immédiat. Je m'exclamai en posant brusquement le verre sur la table en chêne, dans un bruit sec qui brisa le silence. « Ricardo, mon Dieu, cette tequila est infecte. Tu es sûr qu'elle n'est pas périmée? Elle a un goût rance, d'huile. » Ma réaction, fausse mais si bien jouée, si soudaine, les prit tous deux totalement par surprise. Ricardo fronça les sourcils, son visage partagé entre l'incompréhension et l'alarme. « Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible. C'est une bouteille neuve. Je l'ai ouverte devant toi. Alors je ne sais pas, mais goûte-le toi-même. Il a un goût horrible. C'est peut-être le verre qui était sale. » Dans la confusion du moment, pendant que Ricardo reniflait son propre verre avec méfiance et que Sofia s'approchait pour voir ce qui se passait, j'ai exécuté le changement. Un mouvement de prestidigitation dicté par la nécessité. Sous prétexte de m'essuyer les lèvres avec la serviette,
ma main gauche a couvert mon verre, tandis que ma main droite a attrapé le sien. J'ai glissé mon verre vers son côté de la table, et j'ai gardé le sien. Tout cela en moins de 3 secondes. Ah, attends, laisse-moi goûter le tien, ai-je dit en prenant son verre naturellement. Peut-être que c'était juste le mien qui était mauvais. J'ai bu une gorgée de sa tequila. Elle était pure, forte, délicieuse, avec ce goût d'agave cuit que Gonzalo aimait tant. Même, non, le tien est parfait, ai-je déclaré en me léchant les lèvres. C'est étrange. Le mien avait un goût affreux, je te jure. Ricardo, voulant prouver que tout allait bien et peut-être piqué dans son orgueil, prit mon verre, celui que j'avais échangé. Il fit une grimace de vrai dégoût après avoir goûté. Tu as totalement raison, Isabelle. C'est infect. Le verre devait être mal lavé ou je ne sais pas. Quel dommage. Ce tequila est si bon normalement. Il vida le reste dans l'évier de la cuisine. Son visage était un masque de frustration mal contenu. Son plan pour me droguer venait d'échouer de la manière la plus bête et humiliante. Peu après, j'ai fait un grand bâillement. Bon, peu importe ce que c'était, ce petit désagrément m'a retourné l'estomac et m'a donné affreusement sommeil. Je vais me coucher. Je me suis levé, leur souhaitant bonne nuit à tous les deux. En passant près de Ricardo, j'ai vu la déception et les calculs dans son regard. Mais cela n'avait pas d'importance. Il était persuadé que, même si son plan de sédation avait échoué, j'étais juste une vieille dame qui allait dormir tôt. Une pièce prévisible sur son échiquier. Il se trompait. Je n'allais pas dormir. J'allais me préparer au combat. Et la pièce qu'il pensait être un pion était sur le point de se déplacer comme une reine. Mardi soir arriva comme un prédateur silencieux, rampant sur la ville sous un manteau de ténèbres et de silence. À 20h pile, Sophia me fit un bisou rapide et distrait sur la joue. Je vais au club de lecture. Maman, ce soir on discute de Remedio Varo. Ce sera intéressant. Ne m'attends pas éveillé. On risque de rentrer tard. Amuse-toi bien, ma chérie. Conduis prudemment, lui dis-je. Ma voix était celle d'une mère calme, mais mon cœur battait comme un tambour de guerre. À 21h pile, j'ai fait ma propre sortie. Je suis épuisé. Cette journée m'a vidé. Je vais prendre ma tisane de tilleul et filer directement au lit, ai-je annoncé d'une voix forte dans le salon, m'assurant que Ricardo, qui faisait semblant d'être absorbé par un match de foot, m'entende bien. Je suis monté lentement, en m'appuyant sur la rampe de bois sculptée, chaque pas soigneusement joué comme celui d'une femme âgée, fatiguée, vulnérable. Mais une fois la porte de ma chambre fermée, le masque de faiblesse est tombé. La fatigue s'est évaporée, remplacée par une adrénaline froide et tranchante comme un scalpel. J'ai tourné la clé, un bruit métallique, net, final. J'ai retiré ma nuisette de soie et enfilé un pantalon de lin sombre et un pull noir à col roulé. Je n'allais pas dormir. J'allais chasser. Je me suis installé sur le fauteuil de velours près de la porte, dans la pénombre, avec ma tablette sur les genoux. L'écran, avec la luminosité au minimum, montrait un montage d'images fantomatiques de ma propre maison. Le long couloir du 2e étage, silencieux comme une tombe. Le salon en bas, vide et en attente. Et le bureau plongé dans l'ombre, la scène principale où allait se jouer la tragédie. Le son haute fidélité captait chaque craquement du bois ancien, chaque murmure du vent nocturne dans les frênes du jardin. Le temps se ralentit, devenant dense, collant. Chaque minute était une éternité. 22h. 23h. Minuit. 1h du matin. La maison était plongée dans un silence presque absolu, brisé seulement par le tic-tac solennel de l'horloge du hall d'entrée. Un bruit qui ne comptait pas vers l'aube, mais vers la confrontation. Ma respiration était lente, contrôlée, un truc appris au yoga. Mais mon pouls galopait. À 2h07, la caméra du salon détecta un mouvement. Pas brusque, non. Une ombre apparut près de la porte d'entrée. Elle s'ouvrit sans un bruit. Ricardo, tout de noir vêtu, silhouette sombre sous la lumière pâle de la lune, entra discrètement. Et il n'était pas seul. Derrière lui, plus grand, plus massif, entra un autre homme, le visage dur, le corps lourd. Je le reconnus immédiatement grâce aux photos que m'avait fournies Elena, Ravière, son complice. Ils avançaient avec l'arrogance de ceux qui croient que le terrain est sûr et que la proie dort. Mon cœur se serra, un nœud de glace dans le ventre. Ils se dirigèrent d'abord vers le garage.
La caméra de cette zone ajoutée à la dernière minute les montra en train de récupérer une mallette d'outils professionnels. Exactement derrière les vieilles boîtes poussiéreuses de décoration de Noël, comme Ramona me l'avait dit. La précision de leur geste confirma une fois de plus que ce n'était pas une impulsion désespérée, mais un plan froidement répété. Ils revinrent dans la maison et commencèrent à monter les escaliers. Je retins mon souffle, figé sur mon fauteuil. Lorsque leurs ombres passèrent sous la lumière filtrant par le bas de ma porte. Ils se dirigèrent directement vers le bureau de Gonzalo. La caméra infrarouge de la pièce s'activa, baignant la scène d'une lueur verte fantomatique. C'était comme regarder un documentaire sur des prédateurs nocturnes. Je les observais travailler. Ils sortirent des pieds de biche, une perceuse discrète, des crochets, et d'autres outils que je ne connaissais pas. Ils s'attaquèrent à la serrure du coffre-fort. Ce chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande que Gonzalo avait acheté à Hambourg, réputé inviolable. Il chuchotait, frustré, impatient. Ricardo transpirait malgré le froid. Javier, lui, travaillait avec brutalité, mais efficacité. Les voir là, dans cet espace sacré, profaner le cœur de mes souvenirs avec mon mari. Déchaîna en moi une rage froide, pure. Je ne ressentais plus de peur. Je ressentais un mépris profond, absolu, presque physique. Ils profanaient mon passé pour me voler mon futur. Et j'allais m'assurer qu'il n'en ait aucun. Après ce qui sembla une éternité, la serrure céda dans un clic métallique. Un son net, final, qui résonna comme un coup de feu dans le silence de la nuit. La lourde porte du coffre s'ouvrit. Le moment était arrivé. Sur l'écran verdâtre et granuleux de ma tablette, j'assistais à l'instant précis où la cupidité humaine dépasse toute raison. Les visages de Ricardo et Javier, illuminés par la vision nocturne, brillaient d'une avidité primitive. Le regard fiévreux de Ricardo, le sourire tordu et plein de dents de Javier. Les liasses de faux billets, les bijoux clinquants, tout leur semblait être le trésor au bout de l'arc-en-ciel. Je te l'avais dit, enfoiré. Je te l'avais dit. Souffla Ricardo. Sa voix, pleine de triomphe arrogant, fut captée par le micro haute fidélité avec une clarté parfaite. On est riche. Immensément riche. Javier ne répondit pas. Il grogna, un son guttural, bestial. Et se jeta sur le contenu du coffre. Il plongea ses mains calleuses et saisit les liasses de journaux, le faux butin. D'un geste brusque, impatient. À cet instant, l'univers sembla retenir son souffle. Et puis, avec la précision d'un horloger suisse. La trappe se déclencha. Ce n'était pas une explosion bruyante, mais un sifflement violent, aigu et sous pression comme celui d'un serpent mécanique géant et furieux. Un jet concentré et précis de liquide sombre surgit d'une buse cachée au fond du coffre, frappant directement les deux hommes en pleine poitrine, sur les bras et le visage. Leur premier cri était de pure surprise, de choc. Puis, en quelques secondes, ils se transformèrent en hurlements de douleur, de panique et de confusion. « C'est quoi ce bordel ? » « Mes yeux !» hurla Javier en portant les mains à son visage et en frottant la substance, exactement ce qu'il ne fallait pas faire. « Ça brûle, ça pique, ça pue !» hurla Ricardo en trébuchant en arrière, s'écrasant bruyamment sur un fauteuil de lecture qui se brisa sous son poids dans un craquement sec. L'encre d'aniline violette, collante et épaisse, les recouvrit comme une seconde peau, une marque de honte. Elle souilla leurs vêtements noirs, leurs cheveux, leur peau, d'un violet grotesque et indélébile. Et presque immédiatement, la poudre de Pika Pika, invisible mais diaboliquement efficace, fit effet. Ils commencèrent à se gratter frénétiquement avec une désespérance animale, comme s'ils étaient attaqués par un essaim de fourmis rouges invisibles. Chaque coup, chaque grattement, ne faisait qu'étaler davantage l'encre et incruster la poudre irritante dans leurs pores. L'odeur nauséabonde de l'encre, un parfum chimique et sucré remplit le bureau, un parfum d'échec et d'humiliation publique. C'était une scène sortie d'un cauchemar comique et grotesque. Deux cambrioleurs, désormais transformés en créatures violettes hurlantes, se roulaient par terre dans le sanctuaire de mon défunt mari. Depuis la sécurité et l'ombre de ma chambre, le cœur tambourinant un nom de peur, mais d'une satisfaction sauvage et juste, j'activai la phase 2 de mon plan. J'appuyai sur une icône rouge sur l'écran de ma tablette. Soudain, comme si un dieu avait décrété, que la lumière soit, toutes les lumières de la maison s'allumèrent avec une intensité blanche et aveuglante. Le salon, les couloirs, le hall, la cuisine, tout fut inondé d'une lumière clinique et brutale, éliminant toute ombre possible. En même temps, un bourdonnement aigu et pénétrant se fit entendre dans toute la maison.
Ce n'était pas une sirène d'alarme classique qui aurait alerté les voisins, mais une fréquence sonore haute, soigneusement choisie par Velasco. Faite pour être insupportable, désorienter, provoquer des nausées, rendre impossible toute pensée claire. Un son qui perçait le crâne et transformait la maison en chambre de torture sonore. Ricardo et Javier restèrent figés au milieu du bureau, clignant des yeux comme des taupes sous une lumière crue. Couverts d'encre, rongés par la démangeaison, submergés par le bruit infernal. Ils étaient piégés dans une cage de lumière et de son. La chasse était terminée. Le jugement commençait. Et la juge, le jury, et la bourreau s'apprêtaient à faire une entrée triomphale. Alors que le vacarme remplissait la maison, je pressai un autre bouton sur ma tablette. C'était un message automatique envoyé à ma fille. Problème grave à la maison. Viens immédiatement. Ne téléphone pas. La porte est ouverte. Viens. Je savais que son club de lecture se terminait à cette heure-là et qu'elle était à moins de 15 minutes de route. En parallèle, le système de sécurité déverrouilla la porte d'entrée. Le décor était prêt pour l'actrice principale. Moins de 10 minutes plus tard, une éternité pour moi, la caméra du hall montra Sofia entrant. Son visage était une expression de panique et de confusion. Elle s'arrêta net au seuil, frappée par la scène qui l'accueillait. Des lumières aveuglantes, un bruit perçant, une odeur chimique et infecte qui imprégnait déjà tout le rez-de-chaussée. « Maman ? Maman, tu vas bien ? Que se passe-t-il » cria-t-elle, la voix tremblante, essayant de couvrir le vacarme. Et là, comme si tout avait été chorégraphié, une voiture s'arrêta brusquement devant la maison dans un crissement de pneus. C'était Martha, la mère de Ricardo. Dans sa panique et sa bêtise, il l'avait appelée. Elle entra comme une tornade de colère, sans même dire bonjour, le visage déformé par la rage. « Ricardo, mon fils, qu'est-ce que cette sorcière t'a fait » hurla-t-elle avant même de comprendre la scène. C'est à ce moment-là que je fis mon entrée. La grande dame du théâtre. Je descendis les marches de marbre lentement, une à une, vêtue de noir, droite, digne. Comme une reine venant rendre la justice. Derrière moi, Ramona, fidèle et silencieuse, me suivait d'un pas calme. Je m'arrêtai sur la dernière marche, surélevée, observant le tableau. Sofia, pâle, au bord du choc. Martha, enragée, dépassée. Et sur le seuil du bureau. Son fils adoré et son complice, deux silhouettes violettes, ridicules, se grattant comme des chiens galeux. « Tu cherchais quelque chose, Ricardo » demandai-je. Ma voix, calme et amplifiée par l'acoustique du hall, trancha le vacarme comme un couteau glacé. Ricardo et Martha se mirent à parler en même temps. Un chaos d'excuses incohérentes et d'accusations hystériques. C'était un piège. « Isabelle, dis-lui. Ta mère nous a piégés. Elle est folle. » cria Ricardo à Sofia en me pointant du doigt, taché de violet. « Cette vieille est cinglée. Elle a attaqué mon fils. Je vais appeler la police. Je vais te poursuivre pour tout ce que tu as. » hurla Martha en s'avançant vers moi. Je levai la main. Un simple geste, mais chargé d'autorité. Ils s'arrêtèrent net. Le silence que j'imposai fut absolu, plus lourd encore que le bourdonnement que je venais de couper sur ma tablette d'un geste discret. « Silence, ordonnai-je. Je crois que tout le monde ici a besoin de voir quelque chose pour mieux comprendre la situation. Ramona, s'il te plaît. » Ramona alluma le grand écran du salon. Je connectai ma tablette sans fil. La première image apparut, en haute définition. La vidéo du bureau. L'entrée furtive de Ricardo et Javier, leur mouvement dans le garage. Leur travail laborieux pour forcer le coffre. Et l'explosion d'encre. Leur réaction grotesque. Je montrai tout, sans un mot. Un silence de tombe régnait, laissant les images parler d'elles-mêmes. Je vis Sofia porter la main à sa bouche, ses yeux écarquillés, refusant de croire ce qu'elle voyait. Le visage de Martha passa du blanc au rouge, puis au blanc à nouveau. Mais ce n'était pas fini. Et maintenant, dis-je en changeant la vidéo pour l'audio, quelque chose pour ravir nos oreilles. Je lançai l'enregistrement de l'appel téléphonique. La voix de Ricardo, claire, nette, pleine de mépris, remplit le salon. La vieille est pourrie de fric. Sofia ne soupçonne rien. Elle est facile à manipuler. Elle l'a toujours été. À chaque mot, je voyais le monde de ma fille s'effondrer.
son mariage, son amour, tout disparaissait sous ses yeux. Des larmes coulèrent sur ses joues, d'abord silencieuses, puis tout son corps fut secoué d'un sanglot déchirant. Un cri de douleur pure. Quand la bande arriva à la partie où Ricardo se moquait d'elle, elle s'effondra. Elle tomba à genoux sur le sol froid en marbre. Non pas par faiblesse, mais sous le poids écrasant de la trahison la plus totale. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle en regardant son mari. Un homme gisant au sol, couvert de honte, figé dans l'horreur. Martha, désespérée, tenta une dernière attaque. C'est truqué. C'est un montage. Un mensonge. Vous le pensez vraiment, Martha? Lui répondis-je en la regardant droit dans les yeux, calmement. Parce que j'en ai d'autres. Des rapports de détective, des dossiers de dette, le nom d'un certain monsieur Moral, ça vous dit quelque chose? Et à cet instant précis. Le carillon de la porte retentit. Fort, autoritaire, définitif. Ce fut le saut final du destin de tous ceux qui se trouvaient dans cette pièce. Le jugement familial était terminé. Il était temps que commence le jugement légal. Je marchai vers la porte d'entrée avec une calme détermination, chaque pas résonnant dans le silence tendu de la maison. Le bruit de mes talons sur le marbre était le seul son dans une pièce figée par la stupeur. En ouvrant la lourde porte en chêne, 2 agents de police en uniforme et mon avocat Carlos se tenaient sur le seuil. Leur visage était sérieux, professionnel, se découpant dans l'obscurité de la nuit. Leur simple présence était une déclaration, le point final de ma stratégie. Ils avaient été prévenus par mes soins 1 heure plus tôt, avec l'instruction précise d'attendre mon signal, un simple mot envoyé par message. Bonsoir, messieurs les agents. Mademoiselle, tout va bien? Nous avons reçu un appel signalant une possible intrusion et un trouble à l'ordre public, dit l'un des policiers, un homme d'âge mûr au regard vif qui analysa la scène du salon en une fraction de seconde. Bonsoir, messieurs. Merci pour votre rapidité et votre discrétion, répondis-je d'une voix ferme, sans aucune hésitation. Comme je vous l'ai dit au téléphone, j'ai appelé car je suspectais des intrus sur ma propriété. Et comme vous pouvez le voir, j'avais raison. Veuillez entrer. Vous êtes les bienvenus. L'arrivée de la loi, la manifestation physique et uniforme de l'autorité eut un effet immédiat et dévastateur sur mes ennemis. La fureur hystérique de Martha se transforma en un balbutiement craintif, ses lèvres bougeant sans produire de son. Ricardo et Ravière, qui jusqu'alors se maintenaient dans une posture de déni et d'indignation feinte, se ratatinèrent visiblement comme si le poids des uniformes les écrasait au sol. La réalité brute de leur situation venait de se matérialiser devant eux. Carlos, impeccable dans son costume sombre, s'avança, se plaçant entre moi et le chaos. Sa présence était un mur de professionnalisme et de contrôle. Officier, je suis Carlos Herrera, avocat de Madame Isabelle de la Vega, propriétaire de cette maison. Comme vous pouvez le constater, ces 2 individus, dit-il en désignant d'un geste net les 2 silhouettes violettes toujours en train de se gratter, sont entrés sans autorisation avec l'intention claire de commettre un vol. Il ouvrit sa mallette et tendit à l'un des policiers une clé USB. Voici les preuves. Une vidéo complète avec audio documentant l'effraction et la tentative de cambriolage. Ainsi qu'un enregistrement audio d'un appel téléphonique antérieur décrivant la préméditation du crime. Y compris la conspiration et la mention de tiers. Tout est daté et horodaté numériquement. Le policier prit la clé USB, son regard passant de l'écran de télévision encore allumé aux 2 hommes couverts d'encre violette. Leur corps, taché et agité par les démangeaisons, était une confession visuelle plus éloquente que n'importe quelle déclaration. Messieurs, dit l'agent avec une voix lasse, celle d'un homme qui en a vu bien d'autres. Levez-vous. Vous allez devoir nous accompagner au poste pour clarifier cette affaire. Je n'ai rien fait. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Protesta Ricardo, sa voix aiguë et pathétique. Celle d'un enfant pris en flagrant délit de mensonge. Je suis son gendre. Je fais partie de la famille. C'est une histoire de famille, un malentendu. Une histoire de famille n'inclut pas l'effraction, la conspiration et la tentative de vol, répliqua Carlos. Sa voix froide et tranchante comme un scalpel. La loi est très claire à ce sujet, monsieur Moral. Pendant que les policiers lisaient leurs droits aux 2 hommes et leur passaient les menottes avec une efficacité routinière. Sophia se leva du sol. Ses pleurs s'étaient arrêtés. Ses yeux, rouges et gonflés, ne laissaient plus couler de larmes. Il y avait désormais dans son regard une détermination glaciale.
Une force que je n'avais pas vue en elle depuis ses débuts d'avocate. Elle s'approcha de Ricardo, qui la regardait avec des yeux suppliants. La dernière carte d'un joueur battu. Sofia, mon amour, s'il te plaît, tu dois me croire. Elle ne le laissa pas finir. Avec un geste lent et délibéré, elle retira son alliance, une lourde bague en platine et diamant. Celle avec laquelle il lui avait acheté ses rêves et ses promesses vides. Elle la tint un instant entre ses doigts, puis la jeta à ses pieds. La bague rebondit sur le sol en marbre avec un bruit métallique, insignifiant et définitif. « Tu as tout détruit, Ricardo, dit-elle. Sa voix était basse, mais résonnait avec une puissance nouvelle, presque effrayante. Tu ne nous as pas seulement ruinés financièrement. Tu m'as utilisé, tu m'as menti, tu m'as humilié. Et tu as utilisé mon amour pour tenter de détruire ma propre mère. Je ne veux plus jamais te revoir. » Martha tenta de se jeter vers son fils en hurlant des incohérences. Mais un agent l'intercepta calmement. « Madame, veuillez reculer ou je devrais vous arrêter pour obstruction. » Elle se tourna vers moi, les yeux injectés de sang, débordant d'une haine pure et brute. « Tu vas le regretter, vieille sorcière. Je te jure sur ma vie que tu vas le regretter. » Je ne répondis pas. Je la regardais simplement tandis que les policiers emmenaient son fils et son complice. Deux spectres violets sortant de ma maison vers la nuit. Laissant derrière eux un sillage de taches de honte sur mon sol impeccable. Quand la porte se referma et que le silence retomba enfin. Un silence lourd, pesant, seulement brisé par la respiration tremblante de Sofia. Je m'approchai de ma fille. Je posai une main sur son épaule. Je ne dis rien. Il n'y avait rien à dire. La maison, qui quelques minutes plus tôt était un champ de bataille, un théâtre de cruauté, ressemblait maintenant à une salle d'opération après une chirurgie radicale. La tumeur avait été arrachée avec violence. Mais la plaie était profonde. Et je savais que la cicatrisation serait un processus long, ardu et douloureux. Le échec et mat avait été consommé. La reconstruction pouvait commencer. Les jours qui suivirent cette nuit infernale furent flous, épuisants. Remplis de déclarations à la police, de longues réunions avec Carlos pour préparer la stratégie juridique. Et du murmure venimeux du scandale. Ricardo et Javier furent officiellement accusés d'un chapelet de crimes. Effraction aggravée, dégradation de biens, conspiration en vue de commettre un crime. Et tentative de vol avec préméditation. Les preuves que j'avais présentées étaient si accablantes. Si visuellement et auditivement condamnatoires. Que leur avocat de la défense, un petit homme à l'air dépassé, ne réussit qu'à balbutier quelques phrases sur des malentendus familiaux. Mais le vrai procès, le plus douloureux, se tenait en dehors des tribunaux. Malgré nos efforts pour garder l'affaire discrète, la nouvelle fuita. Peut-être que ce fut Martha, par vengeance? Ou tout simplement la nature inévitable des ragots dans une ville où tout le monde se connaît. L'histoire se propagea comme une traînée de poudre. Dans notre cercle social. Au club de golf. Chez mes anciens amis du monde des affaires. Les réactions furent variées, révélatrices. Certains, les vrais amis, m'appelèrent pour me témoigner leur soutien. Me voyant comme une héroïne. Une veuve courageuse qui avait défendu son foyer et son honneur. D'autres, les plus hypocrites, ceux avec leur propre squelette dans le placard. Murmuraient lors des cocktails que j'avais été trop dur. Qu'on lave son linge sale en famille. Que j'avais exposé ma propre fille à une humiliation inutile. J'ignorais les uns et les autres avec la même froide indifférence. J'avais fait ce que je devais faire. Et à mon âge, je n'avais plus besoin de l'approbation de personne pour dormir en paix. Ma sœur Carmen m'appela depuis Monterrey, sa voix étranglée par les sanglots. « Isabelle, pardonne-moi, je t'en supplie. J'ai été idiote. J'ai cru cet homme. J'ai cru ces histoires sur tes exigences, ta froideur. J'ai cru que c'était toi, le problème. Comme j'ai été aveugle. Tu n'es pas stupide, Carmen. Tu as été manipulé comme tout le monde, y compris moi, au début. C'est ce que je lui ai répondu. Et même si mes paroles étaient pleines de pardon, je sentis qu'une chose s'était définitivement fissurée entre nous. Une confiance aveugle, celle qui avait toujours existé. Sofia, sans aucun doute, fut celle qui porta le poids le plus lourd de cette charge sociale. Elle dut affronter l'humiliation publique, les regards pleins de pitié des inconnus, les murmures derrière son dos. Et surtout,
Elle dut passer par l'épreuve douloureuse et traumatisante de faire une déclaration officielle contre l'homme qui avait été son mari. Elle dut détailler devant un procureur toutes les mensonges, toutes les manipulations et le plan qu'elle avait découvert. Ce fut un acte d'un immense courage. Un baptême du feu qui la brûla jusqu'à l'âme. Mais à partir duquel elle commença à renaître. Je l'ai vue se faner pendant ces semaines. Puis, très lentement, recommencer à fleurir. Comme une plante résistante qui survit à un gel brutal. Mais au milieu de tout ce chaos juridique et social, il restait un dernier fil non coupé. Le plus dangereux de tous. La dette envers l'infâme Monsieur Moral. Grâce à ses contacts, Elena me remit un rapport qui me glaça le sang. Moral n'était pas un simple prêteur. C'était un usurier à l'ancienne. Un homme avec des liens avérés avec le crime organisé. Et qui n'hésitait pas à utiliser une violence extrême pour recouvrer ses dettes. La liberté ou la prison de Ricardo ne comptait pas pour lui. La dette existait toujours. Et Sofia, en tant qu'épouse légale au moment de la signature du contrat, pourrait être tenue responsable. Je ne pouvais pas le permettre. Je ne pouvais pas vivre en sachant que l'ombre de cet homme continuait de menacer la vie de ma fille et de mes petits-enfants. J'ai pris une décision qui m'a fait mal à l'âme. Et surtout au patrimoine que Gonzalo et moi avions tant sacrifié pour bâtir. Par l'intermédiaire d'un avocat spécialisé dans les affaires délicates. Recommandé par Elena. J'ai contacté Monsieur Moral. La négociation fut brève, froide, directe. Aucun marchandage. J'ai payé la totalité de la dette de Ricardo. Les 47 000 $. Plus une somme exorbitante d'intérêts et de frais de gestion. Ce fut un choc financier considérable. Une part importante de mon patrimoine. Sacrifiée sur l'autel de la sécurité de ma famille. Quand j'ai annoncé à Sofia ce que j'avais fait, elle s'est effondrée dans mes bras. Non maman, tu n'aurais jamais dû. C'était sa dette, sa faute, sa responsabilité. C'était un danger pour toi et pour mes petits-enfants. Lui ai-je dit en caressant ses cheveux. Sentant ses sanglots contre mon épaule. Et il n'y a pas d'argent au monde qui vaille plus que votre paix. Que votre sécurité. Considère ceci comme le dernier acte de nettoyage. Nous avons balayé les dernières cendres de cet homme de nos vies pour toujours. Ce fut un sacrifice amer. Un dernier acte d'amour maternel. Qui me laissa un goût de cendre dans la bouche. Mais en voyant la gratitude. Et, pour la première fois depuis des mois. Un véritable soulagement dans les yeux de ma fille. Je sus que j'avais pris la seule décision juste. J'avais acheté notre liberté. Et ça, comme me l'avait appris Gonzalo, n'a pas de prix. Un an est passé. Un an de silence, de reconstruction, d'apprentissage pour naviguer dans les eaux d'une nouvelle normalité. La vie ou une version de la vie est revenue dans ma maison. La maison a retrouvé son calme digne. Son atmosphère de paix. Les taches violettes, bien sûr, ont depuis longtemps disparu du sol en marbre. Mais je sais qu'elles persistent, invisibles, dans notre mémoire. Ricardo a été condamné grâce à un accord avec le parquet. Il a tout avoué en échange d'une peine réduite. Il a été condamné à quelques années seulement. Parfois, la justice légale, avec ses subtilités et ses compromis, n'est pas aussi satisfaisante que la justice poétique que l'on construit soi-même. Je sais qu'il est dans une prison à faible sécurité. Et je sais qu'un jour, il sortira. Sofia, elle, a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Sa fragilité d'antan s'est transformée en une résilience calme. Une force qui vient de l'intérieur. Elle a trouvé un poste à la fondation artistique dirigée par Elena. Ce n'est pas un travail de charité, elle l'a mérité. Elle est entourée de créativité, de beauté. Et de personnes qui la valorisent pour son intelligence et son talent. Et non pour être la femme d'eux. Elle redécouvre qui elle est. Sans l'ombre d'un homme toxique. Et chaque jour, je retrouve un peu plus la brillante et passionnée jeune avocate, dont j'avais été si fier autrefois. Notre lien, bien qu'il soit marqué par la profonde cicatrice de la trahison, est désormais plus fort que jamais. Forgé non pas dans le sang, mais dans la vérité, le pardon, et un respect mutuel que nous avons dû reconstruire pièce par pièce. Le divorce est définitif.
Légalement, le nom moral n'a plus rien à voir avec nous. C'est un fantôme du passé. Mes petits-enfants, Léo et Mia, remplissent à nouveau la maison de leur rire le dimanche. Ils sont le véritable antidote à tout poison. Ils sont trop jeunes pour comprendre l'ampleur du tremblement de terre qui a secoué nos vies. Et je me suis assuré qu'ils grandissent dans un environnement d'amour, de stabilité et de sécurité. Loin des toxines et des mensonges. Ils sont mon encre. Ma raison d'être. La continuation de l'héritage de Gonzalo. Cet après-midi de printemps. Le soleil colore le jardin de teintes dorées. Je suis avec Mia, qui a déjà 6 ans. Et je lui apprends l'art de tailler les rosiers. Mais tu vois, ma chérie? Il faut couper les épines et les feuilles mortes. Pour que la rose puisse devenir forte et belle. Elle me regarde de ses grands yeux curieux. Et hoche la tête sérieusement. À ce moment-là, j'entends une camionnette de livraison s'arrêter devant le portail. Un homme en uniforme s'approche. Et remet un petit paquet à Ramona, qui est sortie l'accueillir. Elle me l'apporte. Le visage impassible, mais avec une étincelle d'alerte dans le regard. Le colis est petit. En carton brun. Sans expéditeur. Un frisson me parcourt le dos. Un souvenir glacé des tensions passées. Ramona, pourquoi tu n'emmènerais pas Mia à l'intérieur chercher un verre de citronnade et quelques biscuits? Ma voix est un masque de calme. Quand elle s'éloigne. Seule dans le silence du jardin. Avec l'odeur des roses dans l'air. J'ouvre la boîte. Mes mains ne tremblent pas. À l'intérieur. Posé sur un tissu de velours noir usé. Repose un objet. C'est un pion d'échec. En bois bon marché, mal taillé. Coupé proprement en deux. Et sur la surface de la fracture. Comme une larme de sang séchée. Il y a une seule goutte d'encre d'une couleur violette. Inconfondable et menaçante. Pas de mots. Pas besoin. C'est un message. Un message de rancune. Venu d'une cellule. Une promesse silencieuse que, pour lui, la partie n'est pas terminée. Je regarde le pion brisé dans ma main. Puis je lève les yeux vers la fenêtre de la cuisine. Où je vois ma petite fille éclater de rire pendant que Ramona la chatouille. L'héritage de Gonzalo. Ce ne sont ni les textiles. Ni l'argent à la banque. Ce sont elles. C'est ce rire pur et insouciant. C'est leur avenir. Mon visage, au lieu de montrer de la peur, se durcit avec une résolution froide et tranchante comme l'acier. Je serre le pion brisé dans mon poing. Jusqu'à ce que les échardes me piquent la peau. Une douleur petite et insignifiante. Et sans hésiter une seule seconde. Je le jette dans la poubelle de déchets organiques. Où il se mêlera aux épines. Aux feuilles mortes. Et au reste du passé. La guerre n'est peut-être pas terminée pour lui. Mais la reine sur cet échiquier. C'est encore elle. Et la reine comme Mia l'apprendra un jour. Protège toujours son roi. Sa famille. Son héritage. Quoi qu'il en coûte.